Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'accueille Albin Mazereau, qui est le fondateur de petitpouce.fr, qui est un site qui aide les enfants à développer leur confiance en eux. Donc, Albin fait du développement personnel pour les enfants. Et comme je vois beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant je veux me lancer dans le dev perso, mais tout est bloqué, j'ai voulu interviewer Albin pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'il a dû adapter ses méthodes de vente pour ce marché très particulier. Parce que évidemment, les enfants, c'est pas une audience qui est évidente. Parce qu'il faut à la fois parler aux parents, il faut à la fois parler aux enfants. Il faut plaire aux enfants, mais il faut vendre aux parents. C'est pas évident. Albin a passé quelques années à galérer. Il a testé des e-books, des blogs, des ateliers en présentiel et il a fini relativement récemment, cette année, à trouver le bon modèle sur la base de pub Facebook qui envoie vers un atelier en ligne, qui envoie vers un mini-coaching qui va vendre derrière son programme de coaching en groupe et de formation en ligne pour les enfants qui veulent développer leur confiance en eux. Sans plus de transition, je vous propose d'écouter ma conversation avec Albin Mazereau. Salut Albin et bienvenue sur le podcast. Salut Stan. Donc tu vends du coaching de dev perso pour les enfants. Beaucoup de gens veulent faire du dev perso, pas beaucoup de gens veulent le faire pour les enfants. Parle-moi exactement de quel est le produit que tu vends in fine dans ton business. Ouais, alors à la base, je suis tombé dans le développement personnel au sens large quand je devais avoir 15-16 ans. Donc au lycée, assez jeune, j'étais un enfant, un adolescent mal dans ma peau, qui passait beaucoup de temps sur les jeux vidéo, mauvais avec les filles, manque de confiance en moi. Et du coup, je suis tombé là-dedans. Et quelques années plus tard, il s'est passé pas mal de choses. Je me lance dans le développement personnel, mais pour les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a limite plus de coachs que de coachés. Donc je me suis dit, tiens, voilà, dans quel domaine, moi, je pourrais vraiment apporter un plus, je pourrais vraiment apporter quelque chose de différent. Et voilà, de par mon parcours, mon histoire personnelle, moi ça m'a tout de suite attiré finalement de pouvoir être en contact avec des jeunes, des enfants, les aider à reprendre confiance en eux, se sentir mieux dans leur basket. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose sur Petit Pouce, c'est tout simplement un accompagnement, donc du coaching pour les enfants de 4 à 13 ans. Voilà, donc on a différentes tranches d'âge et on leur propose du coup d'évoluer, de progresser, de se transformer avec nous à travers du coaching et des modules de formation en fait, adaptés évidemment aux enfants. Donc tu as une offre principale ou tu as différentes offres, différents modules de coaching selon les besoins? Comment est-ce que tu organises ça? Alors au début du projet, je suis parti un petit peu dans tous les sens. J'ai créé des petits e-books, des petites formations, des vidéos, etc. Et puis après, je me suis dit, bon ok, je vais arrêter de partir dans tous les sens. Je vais me focus vraiment sur un service, un programme de transformation. Et c'est comme ça qu'est né du coup l'Académie des enfants épanouis, qui est notre programme phare qu'on propose aux enfants. Donc ce programme, il a été suivi par plus de 500 enfants. Aujourd'hui, plus de 500 familles. Et c'est notre programme phare qui contient du coup les sessions de coaching chaque semaine, les modules et le groupe d'entraide en accès illimité. Voilà. C'est quoi du coup la proposition de valeur de ce programme? Si j'arrive sur la page de vente, qu'est-ce qui a marqué en haut qui va accrocher l'attention d'un parent pour acheter ce programme? Ouais, donc ça s'adresse aux parents qui se sentent démunis face aux difficultés de leurs enfants. Donc ces difficultés, quelles sont-elles? Donc nous, on a recensé 4 piliers, 4 graines presque magiques qu'on présente aux enfants. Donc la première graine, c'est la graine de la confiance et de l'estime de soi. C'est-à-dire aider les enfants qui se dévalorisent, qui se trouvent nuls, qui se sentent pas assez bien, les aider à reprendre confiance en eux. On a ensuite la graine qui s'appelle devenir le capitaine de ses émotions. Donc là, typiquement, avec le confinement, il y avait pas mal de soucis au niveau des émotions, au niveau des colères, au niveau des frustrations. Donc on va travailler tout ça avec notamment la communication non violente. Je ne sais pas si ça te parle, la CNV. Donc explique un petit peu ce qu'est la communication non violente pour les gens qui ne sont pas familiers avec le concept. Ouais, donc c'est une approche qui a été fondée par le psychologue Marshall Rosenberg, qui en fait a cherché un moyen finalement d'établir de meilleures relations avec les autres, que ce soit d'un point de vue personnel, mais même d'un point de vue au niveau des États, des groupes, des ethnies. Donc il a pas mal étudié tout ça. Et donc c'est un système qui se base sur quatre étapes. L'observation, le sentiment, les besoins et la demande. D'accord ? Donc chaque étape correspond à
une façon de faire, une façon de communiquer pour établir de bonnes relations avec les autres, mais surtout, c'est plutôt une question d'intention, c'est-à-dire quelle est l'intention qu'on met derrière notre communication et comment faire pour mieux se comprendre. Et au lieu, par exemple, de se rabaisser, de se taper les uns sur les autres et d'être en mode perdant, comment on peut créer finalement une relation gagnant-gagnant et en sortir tous vainqueurs. Voilà. Donc c'est une méthodologie de communication pour avoir des meilleures relations. Moi, je connais pas mal dans le domaine aussi de tout ce qui est des bouquins anti-divorce, etc. Enfin, c'est un truc effectivement qui est pas mal vendu à des adultes. Là, toi, tu le proposes à tes enfants. C'est parti de tes 4 graines. Donc, tu as ça. On a parlé tout à l'heure, ou en tout cas, on a parlé offline du fait que tu faisais un système de coaching de groupe. Donc, explique un petit peu comment est-ce que ça se structure. En gros, le programme, quand je suis sur la page et que tu m'expliques ce que tu vas me vendre, combien de temps est-ce que ça dure, combien de sessions est-ce que j'ai, comment est-ce que le produit se manifeste. Parce que, comme tu l'as dit, pour des enfants, c'est compliqué de dire, OK, vous aurez mes 30 heures de vidéo et démerdez-vous, tu ne peux pas faire ça. Donc, comment est-ce que tu structures ce programme-là pour adapter tous ces concepts à des enfants? Alors, déjà, le programme, on ne le propose pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a tout un parcours pour sélectionner les enfants qu'on va accompagner. Donc à la base, il y a déjà un webinar qui est proposé. Donc je dis un webinar, en revenant après sur le tunnel de vente, parce que je voulais commencer par la fin et ensuite revenir plus sur le tunnel de vente pour vraiment comprendre quel est le produit en fait. Parce que je pense que le produit, de la manière dont il est structuré, est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce domaine. Donc je trouve ça intéressant de creuser sur le produit. Ouais. Et en gros, voilà, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que les gens achètent en fait. Et ensuite, ça m'aidera à mieux comprendre le process de vente. Donc après, concrètement, ce qu'ils achètent, c'est un résultat évidemment, mais après concrètement, ce qu'il y a dans le produit, donc c'est des sessions de coaching qui ont lieu chaque semaine. Donc ça se déroule en fait sur Zoom. Donc là, c'était aussi un challenge parce que évidemment des ateliers avec les enfants en présentiel, moi j'en avais déjà fait sur Paris et ça existe. Voilà, il y a pas mal de personnes qui proposent ce genre de choses. Mais par contre, le numériser et le rendre accessible à distance, c'était quand même un sacré pari au début. Et qui a été payant. Donc en fait, on a une réunion avec peut-être une vingtaine d'enfants et moi j'anime ce coaching là, cet atelier. Donc là, le but du jeu, ça va être évidemment de les motiver, de les faire rire, de passer un bon moment, de leur partager des outils, des activités. On fait aussi plein de défis, tu vois, sur Zoom typiquement. Voilà, là on est sur Zoom, tu peux créer des petits sondages. Donc tu vois, tu as tous les gamins, tu leur balances un défi pour gagner des points et ils doivent voter. Tu vois, tu leur donnes 10 secondes pour voter pour la bonne réponse et c'est comme un petit quiz, ils peuvent gagner des points. Donc ça, c'est des petits coachings qui durent environ 40-45 minutes et à la fin de ce coaching, les enfants, je leur donne un super défi, une mission à relever pour pouvoir progresser dans la vraie vie. Parce que apprendre des choses, c'est chouette, mais si tu mets rien en application derrière, c'est un petit peu dommage. Donc ils repartent avec ce défi. Et puis à côté de ça, il y a toute une partie, je dirais, qui est formation en ligne finalement. Mais évidemment, c'est pas présenté comme ça et c'est pas conçu comme une formation en ligne classique. Parce qu'avec des enfants, t'as pas le droit à l'erreur. Tu peux pas te permettre d'avoir des blancs, des bugs, des passages un petit peu à vide. Tout doit être réfléchi en amont et la pédagogie doit être aussi hyper carrée. Et donc pour cette formation en ligne, concrètement, comment on l'a conçue? Eh bien, il y a des vidéos ludiques et interactives, un petit peu en reprenant les codes de YouTube. Tu vois, un petit peu comme les podcasts que tu peux retrouver sur YouTube que les gamins adorent. Ensuite, donc c'est du facecam, il y a beaucoup d'inserts, il y a beaucoup de cuts. Ouais, exactement. Tu as du facecam, tu as des gifs, des petits extraits de films, des blagues, des objets, pour que ça capte leur attention. Et on est plutôt sur des formats courts, tu vois, des vidéos de quelques minutes en mode micro-learning. Et ensuite, après chaque vidéo, il y a des activités ou des quiz ou des jeux pour qu'ils puissent tester leurs connaissances et vérifier qu'ils ont bien compris. Donc là, on utilise une appli qui s'appelle Learn App où on conçoit nous-mêmes nos jeux. Donc c'est des jeux et des quiz. Comme ça, les enfants, ils ont un feedback direct en fait. Ils peuvent voir, est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai appris des choses, est-ce que j'ai gagné des points. Ça, c'est la deuxième partie. Donc c'est la partie pour tester ses connaissances. Et la dernière partie dans les modules, c'est la partie passage à l'action, mise en pratique, où là, on leur donne une fiche défi. On leur donne un défi pour qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont appris au quotidien, que ce soit en famille ou à l'école. Voilà, il y a ces deux environnements qui sont à prendre en compte. Donc le client cible, ça va du coup être un enfant qui a certaines difficultés au niveau de tous ces éléments de confiance en soi, etc. Il va faire le programme pendant plusieurs semaines, il va avoir à la fois ses coachings en groupe, il va avoir à la fois sa formation en ligne. Et à la fin, le résultat, c'est comment est-ce que tu le définirais? Ouais.
Bah, alors déjà, c'est pas l'enfant quand même qui va sortir sa petite tirelire cochon pour Ouais. payer. C'est plutôt c'est les parents évidemment Ouais. qui nous découvrent et qui cherchent de l'aide pour leurs enfants. Comme tu pourrais, toi, je sais pas, chercher de l'aide, chercher un psychologue, un psychiatre ou autre pour aider ton enfant. Bah là, il y a le côté ludique en plus et on stigmatise pas les enfants. Donc les parents nous découvrent, ils testent tout simplement, ils testent l'atelier. Et puis ensuite, si ça leur plaît, ils peuvent aller plus loin voilà, suivre le programme avec l'enfant. Et au niveau des résultats, bah, l'idée, voilà, c'est qu'on mesure le niveau de confiance de l'enfant, au niveau voilà, de gestion émotionnelle, au niveau de ses relations. Donc il y a un quiz avant et un quiz après. Et donc le but évidemment c'est que l'enfant se sente tout simplement plus épanoui, plus serein, mieux dans ses baskets. Et ça peut quand même s'observer, soit avec ses parents, soit à l'école tout simplement. Tu dis que les parents te découvrent, donc du coup, comme je t'avais dit, moi je voulais arriver à la fin et comprendre quel Ouais. était le produit. Maintenant, si on revient au début de cet entonnoir de vente, tu dis que les gens te découvrent. Comment est-ce que les parents vont te découvrir au départ? Donc pour l'instant, on tourne principalement avec Facebook Ads. Il y a aussi un blog qui doit avoir quelque chose comme 500-600 visiteurs par jour. Là, on est en train de développer d'autres sources de trafic. Mais pour l'instant, je dirais que principalement, c'est Facebook Ads qui permet en fait de toucher les parents super facilement, quoi. Voilà, donc au niveau de l'audience, c'est facile à toucher. Tu as une idée grosso modo à la louche du budget que tu dépenserais sur du Facebook Ads? Ouais, ça peut être variable entre 15 000 et 30 000 Donc actuellement mensuel. par mois. Ouais. Hmm. Voilà, mensuel, ouais, c'est ça. Et là-dessus, comment est-ce que tu travailles en termes de tes accroches? C'est-à-dire, comment est-ce que tu te dis, ce que j'essaie de comprendre ici, c'est quel est le niveau de conscience? Parce que je suppose que les gens ne sont pas en train de chercher en se disant, il faut que je trouve un mec qui va parler à mon gamin sur Zoom pour l'aider. Donc, je suppose que le niveau de conscience du marché, il n'est pas encore là où ils sont prêts à acheter quelque chose. Donc, où est-ce qu'ils en sont au moment où toi, tu vas les catcher sur Facebook? Et comment est-ce que ça se transmet dans l'accroche que tu vas avoir sur ta pub ou sur ta page de capture? Ouais. Bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même une très grosse douleur. Imagine, tu es une maman, tu es fatiguée, tu enchaînes, je sais pas, le boulot, les courses, les devoirs à la maison. Et ensuite, après ça, tu tapes les crises, les disputes, les colères, le gamin qui veut pas dormir, les angoisses. Donc ça te ronge, t'y penses chaque jour finalement. C'est vraiment déplaisant finalement d'être dans un état de confrontation, d'avoir des colères chaque jour, de te dire, imagine la peur du parent aussi de se dire, bah voilà, mon gamin, est-ce qu'il va bien grandir? Est-ce qu'il va pas décrocher à l'école? Est-ce qu'il va pas manquer de confiance en lui? Est-ce qu'il va avoir de bonnes relations plus tard? Je pense que ce qu'il y a de plus puissant, bah voilà, tu as été papa récemment, donc tu pourras nous confirmer, mais c'est tout ce que tu as envie, c'est de voir ton enfant épanoui, réussir et te dire que tu as tout fait pour l'aider à bien grandir. Tu vois. Donc ça, c'est un moteur et un levier extrêmement puissant. Donc voilà, ils ont cette problématique en tête, ils ont quand même cette douleur en tête. Après, je pense que le moyen, effectivement, c'est un moyen qui est assez innovant et ils se disent pas forcément, bah voilà, je vais faire des coachings sur Zoom. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est des solutions, des outils, différentes méthodes pour que ça se passe un petit peu mieux à la maison. Et après, ça peut prendre différentes formes. Aujourd'hui, il faut savoir que les parents investissent quand même pas mal pour leurs enfants, que ce soit leur acheter peut-être des jeux éducatifs, des activités extrascolaires. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui passent chez le psy ou chez des thérapeutes. Et à ce niveau-là, nous, on se différencie clairement. C'est-à-dire que le psychologue, pour ceux qui connaissent, voilà, tu vas le voir, tu discutes, c'est assez formel. C'est-à-dire que c'est un échange plutôt formel. Et les enfants, parfois, s'ennuient un petit peu ou ils n'ont pas spécialement envie de parler pendant des heures. Donc nous, on leur dit, écoute Coco, moi je te comprends, on n'est pas là pour discuter pendant des heures. Moi, je te propose simplement de définir où est-ce que tu as envie d'aller. C'est-à-dire, on voit ensemble où est-ce que tu es, où est-ce que tu as envie d'aller. Je vais te proposer des outils, des astuces, des méthodes concrètes pour y parvenir, le tout en s'amusant. Tu vois. Donc il y a vraiment cet aspect-là, tu vois, cet aspect fun, interactif. Et on ne se présente pas comme des psychologues ou des thérapeutes, mais plutôt comme des grands frères, comme des mentors, tu vois, un petit peu en mode Pascal le grand frère, mais version plus cool et plus marrante, tu vois. Et du coup, sur ta page de vente, par exemple, est-ce que tu ferais directement Ouais. référence au psychologue et est-ce que tu te positionnes directement comme une alternative au psychologue en disant voilà, le psychologue c'est ci, moi c'est ça, le psychologue ça coûte tant, moi je coûte tant, ou est-ce que c'est un truc qui reste en sous-main? Parce que je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est un truc que toi tu mets en avant. Si, c'est bien vu, j'en parle régulièrement. C'est-à-dire que je dis, évidemment, je mentionne les solutions peut-être qui ont déjà été testées. Tu vois, c'est-à-dire que quand Ouais. tu as un gamin, un enfant, voilà, par exemple, qui souffre au niveau de ses émotions, qui manque de confiance en lui, qui se dévalorise, évidemment que le parent, il teste des choses.
Tu vois, parfois il essaye de l'encourager. Donc, je dis pourquoi ça marche pas forcément les encouragements, parce qu'il n'y a pas forcément d'action derrière. J'explique, bah voilà, peut-être que vous êtes allé voir la maîtresse, que vous avez testé des séances chez le psy, mais que ça n'a pas forcément donné de grands résultats. Donc évidemment, bah, d'un point de vue marketing, je mentionne quand même, je fais la liste des solutions qui ont déjà été testées et j'explique pourquoi elles n'ont pas forcément fonctionné et quelle est la différence finalement entre nous, ce qu'on propose, et une approche plus classique comme le psychologue. Après, voilà, je pense que personnellement, c'est complémentaire. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour remplacer le psy, évidemment, mais je pense que ça peut parler à pas mal d'enfants. L'idée, bah voilà, d'avoir comme un grand frère positif qui t'aide, qui te motive, qui t'encourage et qui te donne des outils pratiques, tout simplement. Donc en parlant d'outils pratiques, quand la personne elle tombe sur ta Facebook Ads, c'est quoi je suppose que le premier objectif, ça va être qu'elle rentre son email quelque part. C'est quoi l'offre que tu lui fais pour que la personne rentre son email et rentre dans un tunnel de vente? Ouais, alors du coup, donc il y a ces publicités-là qui parlent notamment des émotions, parce qu'en ce moment, notre atelier qui tourne énormément, c'est un atelier qui s'appelle Devenir le capitaine de ses émotions avec sa girafe intérieure. Donc je parle voilà, des émotions, des problématiques que les enfants peuvent rencontrer, par exemple avec le volcan des colères, avec les crises, avec les disputes, les tensions, les angoisses. Donc voilà, c'est l'accroche finalement. Ensuite, s'il y a un lien, je leur explique voilà, que je leur propose de participer gratuitement à l'atelier, donc avec des places qui sont limitées sur Zoom. Donc ils cliquent et ensuite sur la landing page, ils peuvent tout simplement s'inscrire pour l'atelier sur les émotions avec les 4 pouvoirs de la girafe. Donc comment c'est présenté? Concrètement, on explique les bénéfices de cet atelier pour l'enfant, pour le parent. On a énormément de témoignages aussi parce que cet atelier, il a dû être vu par peut-être plus de 5000 enfants, tu vois, au cours des derniers mois. Donc on met des témoignages et on explique en quoi c'est nouveau, en quoi c'est différent et notamment que là, ça s'adresse directement aux enfants. Alors évidemment, le but c'est pas de laisser à l'abandon ton gamin devant l'écran. On fait appel aussi aux parents pour qu'ils participent, qu'ils s'impliquent, qu'ils suivent également. Mais là vraiment, le ton adopté, c'est vraiment pour les enfants. Donc voilà, c'est ça qui est proposé. C'est intéressant parce qu'en fait, ce que tu es en train de décrire, c'est on fait une Facebook Ads vers in fine un webinaire, toi tu appelles ça un atelier parce que c'est avec les enfants, etc. Mais en fait, la différence entre ce que tu fais et un truc plus traditionnel, c'est dans un webinaire traditionnel, tu t'adresses à la personne et en gros, ton webinaire, il va passer d'une partie éducation à une partie pitch de vente qui vont être harmonisés. Ici, du coup, je suppose que tu ne veux pas faire le pitch de vente dans l'atelier en lui-même et harmoniser les deux, ça ne fonctionnerait pas. Donc, du coup, tu mises quand même sur le fait que le parent soit présent avec son enfant. Donc, le parent va consommer le contenu quand même en même temps que l'enfant parce que ça sera lui, évidemment, qui va prendre la décision finale et va pouvoir voir comment son enfant interagit. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'atelier? Est-ce qu'il y a un appel à l'action spécifique? Est-ce que le reste se passe autre part? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ouais, ça c'est un autre challenge qu'on a rencontré avec la NIF des enfants, des ados, c'est que évidemment tu peux pas te contenter de prendre une structure classique en mode voilà qui suis-je, les problèmes que tu rencontres, le point A, B, C. Évidemment on a dû le tourner différemment. Typiquement tu vois en début d'atelier ou en début de vidéo tu fais un hook. Tu vois, pour capter l'attention des gens, quelque chose qui va les accrocher. Là, typiquement, le hook, c'est quoi? C'est moi qui est en train de dormir et les gamins doivent me réveiller, tu vois. Donc, ça, c'est le hook de démarrage. Et donc, on fait l'atelier. Le but, vraiment, pendant 30-40 minutes, c'est vraiment d'envoyer un max d'énergie, un max d'outils, les motiver, les faire rentrer à fond dedans, quoi. Voilà. Et là, il faut savoir, du coup, on peut avoir 500 gamins en même temps qui ont entre 5 et 13 ans. Et c'est en direct à chaque fois. À chaque fois, si tu l'animes en direct. Ouais. C'est sur Zoom. C'est ça, c'est sur Zoom en direct. Donc, on a les 500 gamins qui nous voient. On leur demande de remplir des sondages, des activités, de relever les défis, de noter, de dessiner. Et à la fin de ça, le call to action, qu'est-ce que c'est? Alors, on en a testé 2. C'était intéressant. D'abord, ce qui marche très bien et ce qui marche toujours très bien, c'est de proposer en fait un mini coaching. Donc à la fin, on leur dit écoutez, avant de vous révéler la mallette secrète, parce qu'évidemment, il y a une mallette secrète à gagner pendant l'atelier, et du coup, avant de révéler le contenu de cette mallette secrète et des bonus, on leur dit écoutez, appelez vos parents, dites-nous si vous êtes chaud patatos, si ça vous a plu, et si c'est le cas, on va proposer à 50 personnes de réserver un mini coaching. Et donc ce mini coaching, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un appel diagnostic qui permet, donc là c'est en individuel, qui permet d'échanger avec l'enfant, avec le parent sur les difficultés, les problématiques et éventuellement après de leur proposer d'aller plus loin sur le programme payant. Donc voilà, ça c'est le premier call to action qu'on a appelé, qu'on a testé, et sur ça voilà, on est à peu près, donc par exemple s'il y a 100 personnes
sur l'atelier en direct, on a plus de 45 personnes qui vont prendre le mini-coaching. C'est-à-dire que c'est un taux de transformation de 45%. Alors évidemment, c'est un appel gratuit, sans engagement, donc voilà, ça a assez plus, ça a assez moins. Mais ça, c'est le premier truc qu'on a testé et qui marche très bien. Et l'autre chose qu'on a testé aussi, qui a pas mal marché un temps, qui a un petit peu moins bien marché, donc on est revenu sur les mini-coachings, c'est de proposer en direct, donc de vendre directement le programme en direct avec 7 jours d'essai. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a proposé. C'était plus long, du coup l'atelier était beaucoup plus long parce qu'il fallait amener, tous les éléments. Il fallait aussi appeler tous les parents. C'est-à-dire que voilà, tous les parents devaient être vraiment devant l'ordinateur, être concentrés, écouter tout le pitch de vente, entre guillemets. Donc il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de parents qui décrochaient, qui devaient aller manger, etc. Donc c'était un peu plus compliqué et forcément c'était un peu moins rentable. Voilà, c'était moins rentable à ce niveau-là. Et du coup, tu disais que ça avait marché pendant une période et ça avait moins marché après. Est-ce que tu as un sens de ce qui a fait que les performances ont changé ou c'est juste un effet peut-être de scaling ou comment est-ce que tu interprètes ce résultat-là? Il y a des éléments qu'on a identifiés, d'autres pour le coup c'est un vrai mystère parce qu'entre 2 webinars on a eu des résultats différents alors qu'il y avait la même configuration. Après, ce qui fait que c'était moins intéressant, c'est surtout le coût des pubs qui a vraiment augmenté. Donc on a commencé l'atelier au début du confinement. Donc on avait c'était incroyable, on avait des inscrits pour 20-30 centimes. Tu vois, c'était complètement fou. Et donc voilà, forcément les pubs elles tournent sur la même audience. Donc sur Facebook Ads, à long terme, si tu veux scaler, c'est-à-dire que si tu veux passer à une autre échelle, forcément les coûts augmentent un petit peu. Donc on a ces coûts publicitaires qui ont augmenté. Le confinement, après, voilà, il y a aussi eu la fin du confinement. Donc forcément, les parents, les enfants sont un petit peu plus dehors. Avec les vacances, c'est un peu plus calme. Ils veulent profiter du soleil, hein, tout simplement, ce qui peut se comprendre. Donc voilà, il y a ces éléments-là. Et puis après, il y a d'autres éléments qu'on n'explique pas. C'est-à-dire il y a plus de personnes en direct, mais il y a moins d'inscrits à la fin. Donc c'est peut-être une question du timing, du moment. Après, je ne sais pas exactement. Et du coup, tu t'inquiètes des effets de fin du confinement sur ce business-là parce que du coup, j'ai l'impression que ce modèle que tu proposes là avec les Facebook Ads, il est assez récent. Ça a commencé pendant le confinement et je suppose que le confinement a aidé le fait d'avoir les parents et les enfants à la maison avec du temps, recherche d'activités et coincés devant leur ordi. Comment est-ce que tu penses que ça va évoluer post-confinement? Est-ce que c'est un truc qui t'inquiète? Comment est-ce que tu réfléchis à ça? Ouais, alors évidemment, le confinement, ça nous a aidés. Ça c'est sûr. Après, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'effet extérieur, c'est-à-dire le confinement, mais aussi la nouvelle stratégie. C'est-à-dire que cette stratégie de proposer un atelier offert, on l'a démarré seulement vers mars-avril, tu vois. Donc il y avait déjà le confinement. Et c'est cette nouvelle stratégie qui a permis, plus le confinement, d'exploser. Maintenant, on continue de le faire actuellement. Ça marche bien, même si là, en juillet, forcément, c'est le mois le plus calme, parce que tout le monde est en vacances. Mais au niveau des taux de conversion, ça fonctionne encore très bien. Okay. On a encore plein d'inscrits sur les ateliers. Donc à ce niveau-là, je ne m'inquiète pas trop. Le seul point peut-être qui pourra m'inquiéter, c'est plus au niveau des coûts publicitaires. Voilà, histoire de faire attention que ça ne monte pas trop sur Facebook. Mais si c'est le cas, je me tournerai peut-être vers d'autres solutions, tu vois, vers YouTube qu'on est en train de développer, Google Ads ou des partenaires. Tu étais à 20-30 centimes d'inscription. Aujourd'hui, tu en es à combien grosso modo? Ça a beaucoup monté? Ouais, ça a pas mal monté. Aujourd'hui, on doit être autour de 4 euros. Okay. 4 euros et quelques. Donc la différence ici, ça serait 2 facteurs parallèles. Le premier, c'est que tu commences à saturer tes audiences et les personnes les plus faciles, tu les as eues. Et puis bien sûr, tu scales. Ouais. Ça, c'est 2 choses qui vont main dans la main. Et puis l'autre, c'est, j'imagine qu'il y a une montée des CPM globales sur Facebook. Avec la fin du confinement, il y avait plus de publicitaires qui se mettent à redépenser de l'argent. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Après, il y a aussi les vacances, donc les gens sont moins devant l'ordinateur. Ouais. Et je pense que c'est surtout une question d'avoir effectivement usé une audience, tu vois. Aujourd'hui, mon pixel, il est tellement chaud que je peux lancer n'importe quelle campagne sur toute la France et ce sera quand même, Facebook va quand même trouver des inscrits, tu vois. J'ai même plus besoin de targeter ou quoi. Donc, je commence à avoir pas mal épuisé cette audience-là. Donc maintenant, je teste sur d'autres audiences, sur d'autres pays, et puis je vais surtout tester sur d'autres canaux parce que c'est quand même dangereux de dépendre que d'un canal d'acquisition, surtout si c'est payant, quoi. Ouais. Tu as parlé de pas mal d'activités que tu faisais dans les webinaires, tu as parlé de la crush, du fait que tu dormais au départ du webinaire. Donc, c'est toute une manière différente, au départ de l'atelier, si tu préfères, c'est une manière différente de présenter de l'information par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est quoi ton expérience, toi, du fait d'avoir travaillé avec les enfants? Comment est-ce que tu as compris comment est-ce que tu faisais pour structurer un contenu à destination des enfants? Il me semble que toi, tu n'en as pas d'enfants à toi. Non. Voilà. Comment est-ce que tu as fait pour comprendre comment
structurer ce contenu pour que ça parle aux enfants? Ouais, bah en fait, moi j'ai pas d'enfant, mais ce qui m'a motivé avant pour d'aller dans cette niche, c'est plutôt le contact que j'avais. C'est-à-dire que j'ai naturellement un bon contact avec les enfants, ils m'apprécient, on s'amuse, on rigole, je me mets à leur niveau en fait, tu vois. Aujourd'hui, bah, j'ai 23 ans, donc forcément, c'est plus facile pour un enfant de s'assimiler à moi, comme tu vois, comme un grand frère ou comme un pote youtubeur. Tu vois, j'ai même des gamins qui me disent ah, mais c'est Albin qu'on a vu sur YouTube et tout, tu vois, un petit peu. Comme ça et du coup bah, ce qui m'a aidé bah, c'est déjà de faire des ateliers en présentiel, tu vois, de me coacher en individuel. Ouais, j'en ai fait pendant peut-être 1 an ou 2, ouais, des ateliers en présentiel. Et ça, du coup, c'était pendant un moment ton business, c'était de faire du présentiel ou c'était une manière pour toi de tester? C'était, j'ai fait les deux, c'est-à-dire j'ai combiné directement en ligne parce que je voulais vraiment avoir cette liberté, effectivement, de pouvoir travailler depuis n'importe où, de pouvoir voyager, mais c'était très très flou. C'est-à-dire quand j'ai lancé ça il y a 3-4 ans, c'était très très flou. C'est-à-dire que je savais que je voulais bah, globalement qu'il y avait une opportunité et que moi ça me plaisait. C'était en quelque sorte un peu ma mission de vie de vraiment de pouvoir contribuer dans le domaine de l'éducation. Maintenant, au début, voilà, comme je te le disais, j'ai lancé des petits guides, j'ai lancé un blog, je savais pas du tout comment monétiser tout ça. C'est arrivé seulement après coup. Par contre, j'ai rapidement commencé à faire des ateliers en présentiel parce qu'il y avait de la demande à Paris. C'est-à-dire que j'arrivais facilement à avoir des clients et que bah voilà, quand tu peux gagner je sais pas 1200, 1500 euros quand tu débutes en faisant un atelier par semaine en petit groupe, bah forcément tu prends, tu vois, parce que c'est intéressant aussi pour démarrer quoi. Et donc là, ces ateliers-là, ils t'ont permis de bien raffiner ta méthode, entre guillemets ton personnage via les enfants. Ça t'a aidé ou c'est un truc que toi t'es arrivé avec? Alors du coup évidemment bah, ça s'est affiné avec le temps. Au début il n'y avait pas de personnage, c'était pas très voilà, le programme n'était pas très clair au début en tout cas. Et puis petit à petit bah, voilà, on s'est créé un personnage, donc il y a Albinus, il y a Kevinus, il y a un programme beaucoup plus rigoureux. C'est vrai qu'au début bah, j'y allais un petit peu en mode bah, voilà, on va faire des jeux, tester différentes choses, je testais beaucoup d'activités pour voir en fait ce qui pouvait fonctionner avec les enfants, c'est-à-dire ce qui à la fois leur plaisait et les amusait. Pour moi c'était super important, voilà, s'ils s'ennuyaient ou qu'ils m'écoutaient pas, bah, c'était perdu d'avance, mais en même temps des activités qui pouvaient quand même leur apporter des choses, tu vois, sur leur confiance en eux, leur estime personnelle, les aider à mieux se connaître finalement. Donc on a parlé tout à l'heure de cet atelier, tu parlais à la fin que tu faisais un appel à l'action vers le fait de prendre un appel, donc c'est un appel de vente, donc un appel de découverte, comprendre les besoins, comprendre si tu peux aider, etc. Et à la fin faire une offre. Tu disais qu'environ, tu avais un bon taux de conversion, environ 45% des gens allaient prendre cet appel. Parle-moi un petit peu de l'appel, combien de temps il dure et qui s'en occupe? Ouais, alors du coup l'appel il dure environ une trentaine de minutes. Donc l'idée bah, c'est donc avec mon collègue, mon partenaire, on prend ces appels-là avec une équipe de coach. Et donc l'idée, effectivement, bah, c'est de faire un diagnostic de la situation. Donc évidemment, échanger avec l'enfant, le parent, comprendre ce qu'ils vivent, comprendre leurs blocages, leurs difficultés. Ensuite, évidemment, établir des objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont envie d'améliorer, vers quelle direction ils veulent aller, comprendre ce qui les motive, hein, finalement, ce qu'ils désirent. Et puis ensuite, c'est pas simplement un appel de vente parce qu'on leur partage quand même des petits outils, des astuces, on fait des petites révisions sur l'atelier qui a été vu. Donc il y a quand même une petite compétence de coach ou d'éducateur à avoir, tu vois, en termes de casquette, de posture. Et après, évidemment, le but, c'est de présenter un programme adapté, donc un programme qui peut l'aider, et de leur proposer de tester concrètement de l'intérieur, tout simplement, ce programme. Quand tu dis tester concrètement, c'est une offre d'essai de X jours? C'est ça, c'est une petite semaine, ça varie, hein, on fait différents tests, mais du coup on propose aux personnes de tester de l'intérieur, mais pour ça ils doivent quand même s'inscrire, valider leurs coordonnées, etc. Okay. Et ensuite, bah, voilà, pendant cette période d'essai, à la fin de la période d'essai, si ça leur a plu, qu'ils veulent continuer, bah, automatiquement ils débloquent la suite, ils peuvent aller plus loin. Et si vraiment, je sais pas, le gamin il aime pas ma tête, il écoute rien, ou c'est trop compliqué, bah, y a différentes objections évidemment, et bien on supprime l'inscription, on propose la place à un autre enfant. Et on essaie quand même de comprendre ce qui se passe et de voir si c'est rattrapable, si on peut quand même trouver une solution avec l'enfant. Donc pendant cet appel, l'enfant est systématiquement présent, puisqu'il fait partie en fait de la conversation. C'est ça? C'est le but, c'est ça exactement, c'est le but. Après, sauf pour les mini-pousses, quand je dis mini-pousses, c'est les enfants de moins de 7 ans. Bon, c'est vrai que ça peut être compliqué d'échanger avec les tout petits. Donc là, on échange plus avec le parent et on propose ensuite de tester concrètement de l'intérieur un atelier avec l'enfant pour voir si ça leur plaît, quoi. Ok.
Et donc là, après, on retombe du coup sur le programme qui est l'Académie des enfants épanouis, le coaching de groupe, les formations vidéo, etc. C'est ça. Exactement, oui. Oui, tout à fait. Euh, En dehors de ça, donc, on avait parlé vite fait du fait que tu avais également un blog sur lequel tu faisais un petit peu d'articles de SEO, mais tu avais l'air de dire que c'était quand même relativement petit vis-à-vis de ce que t'apporte aujourd'hui la pub Facebook. Quelles sont les autres activités que tu vas avoir dans ton business au-delà en fait de ce tunnel de vente et de ce produit? Ou est-ce que tu t'es vraiment focalisé, tu as coupé tout le reste comme tu parlais avant que tu t'es dispersé? Est-ce que tout ça tu l'as coupé pour te dire non, moi je vais faire mon tunnel de vente, je vais optimiser mes ads, je vais optimiser mon système et je vais optimiser mon produit? Ou est-ce qu'il se passe encore des choses autour de ce tronc principal? Alors, du coup, je pense que je l'ai fait dans le mauvais sens, c'est-à-dire que j'aurais dû commencer par me focus seulement sur une chose, sur un tunnel. Et donc, c'est cette solution que j'ai choisie. Je me suis dit, ok, j'ai trouvé un truc qui marche, enfin. J'ai trouvé un truc qui marche, je vais l'optimiser à fond, je vais faire que ce soit le plus rentable possible. Donc, j'ai coupé tout le reste. J'ai mis de côté le blog, j'ai mis de côté YouTube, j'ai fait voilà, seulement du Facebook Ads, le tunnel, l'atelier et puis les mini-coachings, ce qui marche bien. Maintenant, vu que ça a vraiment décollé, que ça a bien marché, je suis en train de m'ouvrir vers d'autres possibilités. Mais je pense que, voilà, en tout cas, c'est une erreur que moi j'ai faite, qui est au début, en tout cas pendant les 2 premières années, de trop me disperser, de faire des choses qui n'apportent pas de résultats et de business concrets rapidement. Tu vois, voilà, je commençais à poster des articles, à interviewer des gens, ce que j'ai fait d'autre, à écrire des petits emails, voilà, des choses qui finalement apportaient pas beaucoup de résultats. Et donc, moi, je privilégie plutôt le focus maintenant, c'est-à-dire focus sur une offre, une source de trafic, un canal d'acquisition et ensuite l'académie. Et qu'est-ce qui t'a donné ce déclic-là de te focaliser sur un seul funnel? C'est un mec peut-être que tu connais qui s'appelle Sam Owens. Qui a vraiment changé ma façon de voir les choses et qui m'a voilà, j'ai suivi donc sa formation et il m'a dit ouais, il disait en gros écoute, ça sert à rien de faire 3000 choses, là je te montre un système qui fonctionne, qui marche, donc tu as juste à suivre ce système. Donc j'ai appliqué le système, j'ai testé, même si le challenge c'était effectivement que nous c'était pour les enfants, donc on peut pas en tant que tel faire n'importe quoi ou suivre toutes les structures que tu peux retrouver sur le web. Donc on a dû quand même réinventer pas mal de choses à ce niveau-là. Et lui, il met vraiment en avant le pouvoir du focus. Et c'est vrai que voilà, quand tu focuses sur une chose, il y a forcément beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Alors que quand tu es dispersé sur le blog, sur YouTube et compagnie, en tout cas au début, quand tu n'as pas la force de frappe ou l'équipe qu'il faut, bah c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps perdu. Maintenant, aujourd'hui qu'on est un peu plus structuré, qu'on a quand même une bonne équipe en place, eh bien, on reprend tranquillement les vidéos YouTube, les articles de blog et puis peut-être voilà, tester Google Ads, ce genre de choses. Voilà. Mais en quelque sorte, ça peut être une arme à double tranchant parce que il faut tester différentes choses pour trouver ce qui va marcher, mais ensuite il faut savoir identifier ce qui marche et te focaliser dessus. Donc je pense que les gens ont un peu les deux faiblesses qui sont finalement de ne pas tester assez de choses et de se dire bah tiens j'ai vu un truc et je vais faire ci et de partir sur une idée préconçue. Si ça fait un an que tu bosses sur un business plan qui n'a pas changé depuis le départ parce que c'est ton idée préconçue, parce que tu as vu ça dans une formation, ça peut être un peu casse-gueule en fait si tu n'ajustes pas au fil du temps. Je pense que le challenge c'est vraiment d'être capable de tester les choses de manière structurée, c'est-à-dire de pouvoir tester des idées et de te dire clairement si ça va marcher ou pas et de comprendre que si un truc ne donne pas de résultat, rien ne t'oblige à le continuer, quoi. Et les gens se culpabilisent de dire il faut que je sois sur toutes les plateformes, faire un blog, une chaîne YouTube, un podcast. Moi je dis aux gens, moi le blog j'en fais pas. Et honnêtement le podcast, la seule raison que je le fais c'est parce que le podcast je l'ai depuis 2015. Aujourd'hui, si j'avais la chaîne YouTube que j'avais et je me dis je vais pas démarrer un podcast, tu vois, ça n'aurait pas de sens. Juste que mon podcast il a une bonne ancienneté et en fait il a déjà il a un vrai effet boule de neige. Mais il reste, tu vois, que si tu regardes sur ce modèle-là, que j'aurais pu facilement passer à côté de moi, ce qui a été le principal driver de mon business, qui est YouTube en fait. YouTube à l'origine, je l'ai testé comme ça, vite fait, tu vois, j'ai fait quelques vidéos. Les vidéos ont marché, du coup j'en ai fait plus. Mais c'est un truc, tu vois, que j'ai testé. Donc en fait, il y a vraiment un truc à double tranchant là-dessus qui est, en gros, le but, effectivement, et moi je suis 100% d'accord là-dessus, c'est de trouver un truc qui va te faire décoller. Et moi, c'est clair, enfin, que la chaîne YouTube, ça m'a propulsé dans la stratosphère. Et rien d'autre n'a été comparable en termes de volume de trafic que j'ai généré. Ni le podcast, ni le blog, ni quoi que ce soit.
La question, c'est comment est-ce qu'en fait, tu trouves ce levier qui va te propulser, quoi. Et parfois, je pense que là, il y a quand même une porte à ouvrir à un petit peu d'expérimentation, mais il faut la structurer assez bien et pas se traîner pendant 3 ans un blog où tu écris un article par mois et finalement, ça marche pas. Enfin, tu vois, à un moment donné, il faut se dire, soit ton blog, il a de l'attraction et en SEO, tu vois la courbe qui monte et tu peux dire, OK, si je continue à écrire de plus en plus d'articles, ça va exploser. Soit le truc, il est plat et quelque part dans ta tête, tu te dis, ouais, mais peut-être que quelqu'un va tomber sur mon blog un jour et ça va marcher. Mais la question, c'est où est l'effet de levier là-dessus et il n'est pas là. Complètement, bah, je te rejoins là-dessus. Alors, moi, je pense que l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils n'ont pas une approche scientifique du truc. C'est-à-dire qu'ils font du business au feeling, comme une passion, un hobby. Moi, je pense qu'il faut avoir, comme tu disais, par exemple, un plan à 90 jours, où, voilà, en gros, tu prends une stratégie qui marche, qui a été éprouvée. Tu vois, donc peu importe ce que c'est, hein. Voilà, aujourd'hui on voit très bien que bien sûr que tu peux réussir avec YouTube, bien sûr que tu peux réussir avec la pub, bien sûr que tu peux réussir avec des tunnels, mais prends une méthode voilà, structurée, claire de A à Z où tu as tous les éléments, parce que si tu te contentes d'aller chercher à droite à gauche du contenu gratuit, que tu essayes d'assembler ça, bah forcément tu vas faire des erreurs, tu vas pas bien mettre en place la solution. Donc prends une stratégie, tu testes ça, tu donnes selon le formateur, tu vois, ton coach, c'est ça aussi l'avantage d'avoir un coach, un formateur, c'est que tu peux lui demander, écoute, combien de temps je dois tester ça pour avoir des résultats. Donc par exemple YouTube, je sais pas, mettons tu testes ça pendant 6 mois, en 3 mois ou pendant 6 mois, et tu vois les résultats, mais de manière scientifique, c'est-à-dire tu dis, écoute, si j'ai pas atteint ce résultat-là, je pivote. Tu vois, moi c'est un petit peu ce que j'ai fait sur le blog. J'ai publié des articles pendant plus d'1 an, tu vois, ça m'a pris énormément de temps. Et finalement, mon activité avait toujours pas décollé. Alors certes, tu as quand même des petits résultats, c'est-à-dire voilà, tu as 400, 500, 600 visiteurs par jour. C'est cool, mais c'est pas ça qui te fait vraiment exploser. Donc je me suis tourné vers d'autres choses en me disant, bon, bah là ça n'a pas eu les résultats escomptés, j'ai pas encore des milliers de visiteurs par jour, ça fait pas tourner à fond mon business, donc je teste d'autres choses jusqu'à ce que tu mettes la main, tu sais, sur le truc où tu sens, voilà, t'appuies dessus, boum, ça explose, quoi. Tu vois, toi ça a été YouTube, moi ça a été avec la pub Facebook. Et l'atelier offert, tu vois. C'est vraiment ce combo atelier offert, webinar, plus pub Facebook qui a ouvert les vannes. Et sur Facebook, tu as commencé directement avec cette formule gagnante ou au départ, tu as perdu un peu d'argent sur la pub? Alors au début, j'ai commencé avec Facebook sur autre chose qui m'a permis de passer le cap des 10K par mois. Qu'est-ce que c'était? C'était en fait, je proposais un lead magnet sur Facebook, donc ça s'appelait le kit de l'enfant épanoui à l'école et en dehors. Donc les gens, donc il y avait une belle pub, tu vois, avec une petite vidéo, du texte, ça marchait bien. Les gens s'inscrivaient sur le kit, et ensuite sur la welcome page, sur la page de bienvenue, je leur offrais justement ce fameux mini coaching en leur disant, bah écoutez, voilà, si vous avez besoin d'aide pour implémenter ça avec votre enfant. Tu vois, là, le bénéfice, c'est au lieu de faire les activités directement avec l'enfant, voilà, nous, on peut le prendre par la main, on peut le faire tout ça avec lui expliquer de notre façon pour que ça lui parle bien. Parce qu'en tant que parent, parfois, quand tu expliques quelque chose à ton enfant, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, c'est pas toujours évident. Donc, on proposait ce mini-coaching et on proposait derrière l'académie. Et on vendait derrière l'académie. Donc, finalement, il manquait l'étape atelier offert pour chauffer les gens. Donc, ça fait que en fait, on avait un énorme travail de tri sur les rendez-vous parce qu'ils remplissaient un petit formulaire et voilà, facilement 20, 30, 40% des gens, voilà, on pouvait pas les prendre tout simplement parce qu'ils correspondaient pas forcément au profil. Et quand on avait des gens au téléphone, il y avait aussi pas mal de touristes, des gens qui disaient, ah non, j'ai pas regardé le kit, qu'est-ce que vous proposez déjà, tu vois, qui limite savait plus qui t'étais. Donc c'était un petit peu frustrant, mais ça a quand même porté ses fruits, c'était quand même rentable, hein. J'ai encore sur le tableau les ROI, hein. On devait être autour de 3 en ROI, ce qui est pas dégueu, tu vois. Mais après, on a testé l'atelier et on a eu des appels, mais tellement plus qualitatifs. Les gens, les enfants et les gamins, ils étaient déjà chauds patatos. Les parents, ils nous avaient déjà vus. Ils avaient reçu nos emails, des témoignages. Donc, c'était beaucoup plus simple. Ça prenait beaucoup moins d'énergie, quoi. Je vois beaucoup de gens qui ont une réticence à parler à leurs clients ou des gens qui ont été un peu trop nourris à ce culte de l'entrepreneur qui fout rien et tout est automatisé, etc. Et donc, du coup, ils ont peur de parler à leurs clients. La question que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ton business, il pourrait fonctionner sans appel de vente, sans mini-coaching? C'est pour ça qu'on a testé de vendre en direct. Mais aujourd'hui, clairement, non.
Non, si je suis honnête là-dessus, non, c'est pas le cas. Mais je pense qu'il y a aussi le mythe de voilà, l'entrepreneur qui vend tout en automatique, qui a juste à écrire un email par jour, et puis après il se la coule douce à la piscine. Il y en a, hein, il y en a qui le font et c'est super. Maintenant, tout dépend aussi de tes ambitions, tes objectifs, ta niche. Voilà, il y en a qui ont eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment et qui du coup peuvent se permettre d'être plus chill. Nous, on est plutôt voilà, proactif, c'est-à-dire qu'on va plutôt mettre en place des choses, tester. Et à ce niveau-là, en tout cas, on a trouvé quelque chose qui marche. Pour l'instant, ça fonctionne. Maintenant, évidemment, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, une équipe. Et petit à petit, le but, c'est évidemment à la fin de gagner en liberté. Tu vois, c'est-à-dire qu'au début, moi je le regrette quand même, c'est-à-dire que j'aurais dû, comme tu le dis, aller plus parler aux clients, faire plus d'appels dès le début, échanger avec les enfants, leur proposer même des coachings offerts pour me confronter finalement à ce que voulaient les parents, à ce que voulaient les enfants, gagner en expérience et surtout faire rentrer des ventes, tout simplement. Parce que quand tu te contentes d'écrire des articles, faire des vidéos, forcément tu es dans ta zone de confort. Tu ne te confrontes pas au rejet, tu ne te confrontes pas au non, aux gens qui annulent l'appel ou qui te disent non, ça ne m'intéresse pas, c'est trop cher. Tu restes un peu tranquillement dans ta petite chambre à faire tes vidéos. Mais pour le coup, je pense que c'est vraiment une erreur et que le plus rapidement possible, tu dois te confronter et vendre. Tu vois, ça doit être ton activité principale. En tout cas, quand tu te lances, essayer de vendre des choses, même si c'est gratuit au début. Voilà, tu essayes de proposer tes accompagnements parce que si c'est gratuit et que personne n'en veut, c'est que ce que tu fais n'est pas bon, tout simplement. Du coup, tu as quand même fait ces ateliers en présentiel. Ils sont donc arrivés plus tard par rapport au moment où tu as commencé. Tu as quand même passé du temps à écrire des articles avant de faire ces ateliers-là. Je faisais ça en parallèle. C'est-à-dire que quand je me suis lancé il y a quelques années, eh bien, je faisais le blog d'un côté. Et ensuite, je faisais les ateliers en présentiel chaque semaine sur Paris. Et à côté du blog, je sais pas, je devais peut-être vendre des e-books à 9 euros. J'avais écrit le guide de l'enfant confiant à 9 euros. Donc tu te doutes bien, quand tu vends un guide à 9 euros, il faut en vendre un paquet pour sortir un SMIC, surtout quand tu démarres. Donc je pense qu'à ce niveau-là, j'ai fait une grosse erreur, hein. J'aurais dû, comme je le disais, me confronter plus rapidement à mon marché, appeler les gens au téléphone et leur proposer des accompagnements en fait. Tu vois, leur proposer des accompagnements à 50, 100, 200 euros pour des séances individuelles. Quitte finalement effectivement à avoir un truc, si tu fais des séances individuelles avec les gens, tu n'as pas besoin d'avoir un programme, un curriculum ultra compliqué, quoi. Finalement, tu peux t'adapter à chaque personne. Ce ne sera pas le truc le plus efficace au monde. Tu vas probablement passer du temps entre les appels à te préparer, mais tu auras appris des choses sur les gens. Et finalement, tu as quasiment besoin de rien préparer pour proposer ce type d'offre, si ce n'est d'avoir une espèce de pitch de vente et une manière de contacter les gens, et une manière de faire une offre et d'accrocher les gens pour ensuite leur proposer un truc au téléphone. Et après, tu le construis au fur et à mesure et tu improvises un truc. Et tu espères que le truc que tu improvises, il va servir à d'autres personnes, il va faire la base de quelque chose que tu vas pouvoir faire à plus de monde, ou il va faire la base aussi d'une compréhension client. Un truc que je donne beaucoup aux gens sur le fait de faire du coaching, y compris du coaching gratuit, c'est qu'en fait, quand tu fais du coaching, 50% de ce que tu vas faire, c'est poser des questions aux gens sur leur situation, sur leurs besoins, sur ce qu'ils ont essayé, sur ce qu'ils ont envie de faire, pourquoi pas, etc. Donc fondamentalement, c'est de la recherche de marché, c'est quasiment les mêmes questions que tu poserais dans un sondage, sauf que là, les gens te répondent en détail et peut-être te payent même pour le faire. Parce qu'ils ont payé. Ouais, ils te payent, ouais, c'est ça. Ils te payent pour faire des recherches et ça, c'est tout bénef. Mais je pense qu'il y a des étapes à respecter, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens qui se lancent et qui se posent déjà des questions du genre mais comment je vais scaler, comment je vais pouvoir vendre à tant de personnes, etc. Mais au début, tu vas à la mano, tu vois. Tu vas vendre c'est-à-dire, à une personne. C'est ça, voilà, cherche juste, va sur Facebook, rejoins 10 groupes et tu vois, chaque jour, tu ajoutes 10 personnes et tu leur envoies, à chaque fois que les personnes t'acceptent en ami, tu leur envoies un petit message, tu leur envoies ton petit lead magnet, tu vois, tu fais un petit lead magnet, tu leur envoies ton lead magnet où tu t'intéresses à eux, tu leur poses des petites questions, tu leur dis que tu travailles dans ce domaine, tu leur proposes ton petit appel, ton petit coaching offert, tu leur dis voilà, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, c'est juste pour mieux comprendre la situation. Et voilà, et tu fais ça chaque jour. T'as pas besoin, au début, tu n'as pas besoin d'un truc compliqué, quoi. Tu dois juste avoir des gens au téléphone et proposer ton accompagnement, quoi. C'est mathématique. C'est-à-dire que si tu as 10 personnes au téléphone par jour, mais bien sûr que tu vas vivre de ton activité et ça va se faire rapidement, quoi. On a parlé de cette question des appels de vente. Une autre question qui revient pas mal, parce que j'ai de temps en temps des clients qui sont dans des situations similaires à la tienne, c'est-à-dire ils vendent des accompagnements qui font s'adresser à des enfants, mais dont les parents vont payer. Donc parfois, généralement, c'est plus âgé que toi. Parfois, j'ai des gens qui sont par exemple en prépa ou des gens qui vendent à des lycéens, tu vois, ce genre de marché où ils sont sur c'est un peu délicat pour eux parce qu'en fait, ils sont sur un marché où, d'une part, leur marché est sur Internet,
Notre part, alors le marché n'a pas forcément l'argent d'acheter. Donc il y a une part de, il faut que je communique au lycéen pour le convaincre de suivre mon truc sur, je sais pas, le bac de français. Mais il faut à la fois que je communique aux parents pour le convaincre d'acheter. Comment est-ce que toi tu réfléchis à cette question de comment est-ce que tu équilibres le contenu qui va parler à l'enfant, le contenu qui va parler aux parents? À quel moment est-ce que tu t'adresses à telle personne? Est-ce qu'il faut commencer par capturer, toi tu commences par capturer le parent, tu nous l'as dit, mais comment est-ce que tu réfléchirais à cette question pour les gens qui se trouvent dans ce type de problématique? Ouais, c'est une bonne question parce qu'en fait, on a une niche qui est compliquée parce qu'on a à la fois, comme tu le dis, l'enfant et aussi le parent. Donc, on doit parler et ça doit matcher avec les deux. Tu vois, quand je vends quelque chose aux parents, la première objection, c'est « Ah, mais est-ce que ça va plaire à mon enfant? Est-ce que ça va le motiver? Est-ce qu'il va vraiment suivre ?» Tu vois, tous les parents se posent cette question-là avant de payer d'activités extrascolaires, de lui acheter des choses et tout. Donc, pour le coup, moi, vu qu'ils sont plus jeunes, c'est-à-dire de 5 à 13 ans, je m'adresse directement aux parents parce que c'est lui qui va payer, c'est lui qui va investir et c'est lui qui rencontre une douleur également. Ça c'est aussi une erreur que j'ai faite, c'est que je parlais trop des douleurs et des problématiques de l'enfant. Parce que moi, de par mon parcours, je m'assimilais finalement à l'enfant, au jeune, à l'adolescent qui était mal dans sa peau. Donc je pouvais parler plus facilement de ces problématiques-là. Mais avec un travail de copywriting, voilà, on m'a fait les retours en mode écoute, là, tu parles pas assez du parent en fait. C'est-à-dire que tu dis l'enfant il rencontre ça comme douleur, mais tu parles pas de le parent qui arrive pas à dormir, qui a peur pour son gamin, qui en a marre des crises, qui est à bout, qui a pas le temps, qui est pressé, qui en peut plus, tu vois. Donc j'ai trouvé un bon mix. C'est-à-dire que maintenant, le but, c'est de mixer en fait entre, tu accroches le parent tout simplement et tu lui dis, voilà, avec ton enfant, est-ce que tu rencontres cette difficulté? Donc là, tu peux parler de, par exemple, les disputes. Est-ce que ton enfant, il a tendance à se dévaloriser? Tu sais pas comment l'aider? En gros, je raccroche la problématique de l'enfant avec la douleur pour le parent. Tu vois, donc j'ai trouvé un mix à ce niveau-là. Et même sur YouTube, c'était une question qu'on se posait voilà, quel contenu je crée. C'est-à-dire, est-ce qu'on crée des contenus que pour les parents? Même si moi, ça me parle un petit peu moins comme je suis parent, mais on a des parents dans l'équipe, donc éventuellement, je peux déléguer cette partie-là. Est-ce qu'on fait des contenus que pour les enfants? Tu vois, on joue à fond la carte de l'originalité. Et là, on est parti sur un format mix où en fait, il y a deux visuels. Tu vois, sur les miniatures. Il y a les miniatures bleues pour les parents, les miniatures oranges pour les enfants. Et c'est plutôt sympa, tu vois, ça fait un mix plutôt cool, quoi. Et du coup, comment est-ce que tu communiques cette différence entre le bleu et le orange? C'est explicite ou il faut que les gens le devinent en regardant tes vidéos? Ouais, en fait, c'est dans l'introduction. Tu vois, si tu vas sur la chaîne YouTube, en gros, dès l'intro, je dis comment muscler ta confiance en toi, une nouvelle vidéo pour les petites pousses. Tu vois. Donc, que ce soit dans la phrase d'accroche, dans le ton aussi qui est employé, évidemment, tu parles pas de la même façon à un gamin qu'à un parent. Tu vois, donc dans le ton qui est employé, dans le visuel aussi, on essaye de varier. Donc pour l'instant c'est en phase de test, mais bon la chaîne YouTube marche plutôt bien. Voilà, on a des bons retours là-dessus. Donc pour l'instant on va continuer comme ça en tout cas. Mais est-ce que tu dis explicitement c'est une vidéo bleue pour les enfants, pour les parents, c'est une vidéo orange pour les enfants ou non? Tu le dis pas explicitement? Il faut que les gens le remarquent. Non, je le dis pas explicitement. Après c'est compliqué sur YouTube, tu vois. Enfin je pourrais le mettre dans le titre. Je pourrais mettre dans le titre vidéo enfant, vidéo parent, mais ça casse un petit peu la dynamique, je trouve, au niveau du titre, du SEO, au niveau, c'est plus très impactant, je trouve. Donc le code couleur, c'est pas mal, le ton aussi, c'est pas mal. Et puis quand j'envoie un email pour faire la promo d'une vidéo, je dis évidemment cette vidéo, une nouvelle vidéo pour les enfants, pour ta petite pousse ou pour les parents, parce que voilà, en tout cas, même dans les emails, on tutoie aussi. Voilà, on tutoie aussi, ça c'est une petite particularité aussi qu'on a, quoi. Et le tutoiement, ça vient d'où? Qu'est-ce qui t'a fait décider à se diriger là-dessus? Parce que pour les enfants, c'est évident. Pour les parents, ça allait moins. Ouais. C'est mon collègue qui m'a convaincu parce qu'en fait, je me rendais compte que pendant les mini-coachings, moi, je tutoyais directement en fait. Ouais. C'est-à-dire, voilà, c'est ma personnalité, je suis assez accessible, je me prends pas trop la tête. Donc, je vais tutoyer directement l'enfant et le parent. Dans 99% des cas, ça pose pas de soucis. Et du coup, on se disait, tiens, mais pourquoi on le fait pas aussi dans les emails et sur les pages de vente, tu vois? Et ça correspondait bien à la culture de notre entreprise finalement. Tu vois, le tutoiement, c'est le côté proximité, le côté on se met à votre niveau, on se prend pas la tête, on est des amis un petit peu, tu vois. Donc il y a ce côté informel qu'on aimait bien. Donc on a décidé de passer sur le tutoiement. Parlons un peu de ton équipe. Tu as mentionné plusieurs fois l'équipe. Combien de personnes se trouvent dans l'équipe? Combien de personnes sont à plein temps? Combien sont des freelances? Et quel est le rôle en fait de cette équipe? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, alors du coup le noyau dur, on est deux. Donc il y a mon collègue qui aujourd'hui est associé
Kevin, donc, qui est arrivé il y a un peu plus d'1 an. Tu vois. Donc moi je cherchais vraiment quelqu'un qui puisse me compléter. C'est-à-dire que j'ai la vision globale, j'ai l'aspect stratégie, le côté fonceur, mais je manque parfois de rigueur, notamment dans la création des produits. Tu vois, je suis pas très minutieux. Donc je cherchais quelqu'un qui ait plus ce côté, voilà, peut-être un peu plus universitaire, rigoureux. Et donc Kevin matchait parfaitement. Je l'avais rencontré parce il m'avait interviewé, il m'avait contacté sur Facebook. Il avait aussi un blog dans le domaine de l'éducation pour réussir ses études. Du coup je l'ai recontacté parce que je cherchais quelqu'un pour m'aider pour les appels de vente. Du coup je lui ai dit écoute, pourquoi pas, est-ce que ça te dit de tester tout simplement cette partie là avec moi. Je pense que le projet peut te plaire parce que lui aussi qui fait le domaine de l'éducation, les apprentissages, le cerveau, le développement humain. Donc il m'a rejoint comme ça et là voilà, on bosse à temps plein et lui il est associé. Et puis ensuite petit à petit on a recherché d'autres personnes pour rejoindre l'équipe. Et donc notamment des coachs. Donc des coachs pour faire à la fois les appels diagnostiques, les coachings diagnostiques, les coachings découvertes, et en même temps évidemment animer les ateliers. Parce qu'aujourd'hui voilà, on fait une dizaine d'ateliers par semaine, donc moi je ne peux pas faire les 10 ateliers. Donc on a une équipe, donc par exemple on a le coach qui s'occupe des plus grands. Donc on a Elodie par exemple qui fait le coaching avec les ados. Ensuite on a le coach on a Sandy qui fait spécialement avec les mini-pousses, donc avec les moins de 7 ans. Donc voilà comment un petit peu on se répartit le travail. Et parmi ces coachs-là, il y en a aussi qui aiment créer du contenu. Donc il y a Elisa et Marine qui ont commencé à rédiger des articles pour le blog, pour reprendre le blog. Et voilà, et peut-être qu'on va aussi se lancer, leur proposer de faire du YouTube. Voilà, donc c'est des profils quand même assez polyvalents. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, ok, je vais trouver juste un closer, juste un commercial. Je suis parti plutôt dans l'idée de voilà, trouver quelqu'un qui soit raccord avec la vision, qui kiffe le projet, qui a envie de développer des compétences, qui aime bien évidemment communiquer, qui est quand même à l'aise à l'oral, hein, ça c'est super important, mais qui ait quand même des compétences de coach, ou d'éducateur, de thérapeute. Et du coup, toutes ces personnes, tu les as recrutées finalement sur une durée de temps assez courte, sur l'échelle de quelques mois? Ouais, c'est ça. Du coup, cette année, donc on était 2. Ensuite, on a été 3 pendant plusieurs mois depuis 2020. Et là, on est environ 6-7 personnes à bosser à temps plein sur le projet. Donc, tu as passé quand même beaucoup de temps, j'imagine, à faire du recrutement parce que ça prend du temps de trouver les bonnes personnes. Ouais, c'est sûr, ça prend énormément de temps. J'essaye de recruter dans mon audience, mais là la difficulté que j'ai rencontrée à nouveau, c'est que mon audience, c'est des parents. Ouais. Et donc forcément, un parent, évidemment, peut avoir son expérience, ça peut être super intéressant, mais nous, on essaye de garder aussi quand même ce côté, tu vois, grand frère, un petit peu cool, dynamique. Donc, il y a aussi ce truc de dire, bon, voilà, on a évidemment des parents, c'est important, mais on ne veut pas que des parents non plus dans l'équipe. Donc j'ai dû chercher un petit peu sur d'autres sources pour trouver des candidats. C'est vrai que ça prend énormément de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et voilà, et au début, tu fais des tests. Nous, on propose aux gens de bosser à temps partiel au début, évidemment, pour tester, voir si ça fit. Et ensuite, si ça le fait, on leur propose éventuellement de rejoindre l'équipe à temps plein et de continuer avec nous l'aventure, quoi. Tu as un process de recrutement particulier pour identifier à qui est-ce que tu vas proposer cet essai à temps partiel? Comment est-ce que tu sélectionnes les gens? Ouais, alors là pour l'instant je sélectionne des personnes qui ont à la fois cette expérience peut-être de coaching, d'éducation et autres, mais qui ont quand même aussi une casquette d'entrepreneur. Tu vois, que ce soit de commerciaux, marketing, vente, management. Je cherche aussi des gens qui soient pragmatiques, tu vois. Ce qui n'est pas super évident du coup comme interaction, parce que du coup tu as des gens qui ont l'habitude de travailler avec des enfants, peut-être dans des secteurs un peu plus du public, etc. Donc, c'est des gens qui sont des gens qui sont des commerciaux, qui ont peut-être pas cette expérience enfant. Il me semble que le Venn diagramme que tu cherches, c'est pas si évident que ça. Comment est-ce que tu les trouves? Comment est-ce que tu génères ces personnes? T'as mis le doigt sur la problématique qui est que dans l'éducation en même temps c'est aussi un avantage, hein, parce qu'il y a peu de concurrence finalement. Il y a peu d'entreprises qui se lancent dans ce domaine-là parce que voilà, c'est souvent rattaché au social, au public, à l'éducation nationale, et nous voilà, on prend ce contre-pied en disant voilà, on peut pas tout attendre de l'école. Le système scolaire, c'est un système qui est largement dépassé, même voilà, à travers des recherches scientifiques on voit qu'il y a beaucoup plus optimal pour la prochaine génération. Donc à ce niveau-là, on se démarque, mais effectivement, ça attire quand même beaucoup des profils, voilà, très humains, le côté social, le côté
voilà, zen, maman zen, parentalité bienveillante, etc. Donc j'essaye justement de trouver le scope entre, effectivement, forcément, je cherche quand même des gens humains qui soient pas des gros requins et qui veulent quand même qui soient alignés avec la mission et les valeurs, mais en même temps des gens pragmatiques qui ont envie, voilà, qui ont envie de bosser, qui ont envie de communiquer, qui ont envie d'aller chercher des résultats aussi, tu vois. Et c'est pas toujours simple. Du coup, voilà, je cherche et petit à petit je trouve. Tu as eu du coup des conflits au sein de l'équipe sur cette idée de voilà, tu es quand même un mec qui a voulu monter un business dès le départ, tu fais du Facebook Ads, tu as suivi Sam Ovens versus des gens qui travaillent avec des enfants. Est-ce que c'est une tension? J'ai déjà vu des business qui avaient un peu cette tension entre certains employés et le fait que l'entrepreneur il était là aussi pour grossir son truc. C'est un truc que tu as vécu? Ouais, alors surtout je le vis pas mal avec des personnes que je prends en test, c'est-à-dire en gros on fait l'entretien, elles remplissent le formulaire, on fait l'entretien, elles me disent, je leur explique, voilà, elles me disent qu'elles sont super chaud patatos, qu'elles sont partantes, motivées et tout. Ensuite je leur envoie la petite formation sur l'aspect quand même commercial, en leur expliquant comment ça se déroule. Et parfois j'ai des retours en mode voilà, c'est pas trop fait pour moi, je suis pas à l'aise avec ça, voilà. Donc après c'est drôle parce que c'est des croyances personnelles, tu vois. Ouais. Typiquement de dire vendre par téléphone c'est de la vente agressive, tu vois. C'est complètement c'est ses propres croyances, tu vois. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que dans ce domaine là effectivement les gens sont pas trop au courant de ces méthodes là. Pour eux voilà, il faut juste discuter avec les enfants, il n'y a pas besoin de vendre, c'est le bouche à oreille. Ouais. C'est le problème que tu dois retrouver peut-être toi avec des thérapeutes, tu vois, des thérapeutes qui se lancent, qui ont un cabinet, qui sont pas forcément à l'aise avec le fait de communiquer sur leur activité, le fait d'avoir des gens au téléphone, de vendre des prestations, tu vois. Voilà. Donc ouais, c'est pas toujours évident. Après dans l'équipe globalement, si, il y a eu un cas, alors c'était pas grand chose, c'est juste une collègue qui m'a dit bon voilà, avec le tableau, tu sais, parce qu'on a un tableau avec les scores, ça j'invite d'ailleurs tout le monde à avoir un tableau de tracking sur les appels, prendre des notes sur les appels pour avoir des stats précises. Et du coup, pendant la réunion d'équipe, justement, on faisait un petit point sur les stats et il y avait la stat d'une coach qui était pas au top. Donc, on a essayé de voir comment on pouvait améliorer ça, comment on pouvait l'aider. Et l'idée, c'était pas de la rabaisser, mais c'était surtout de lui donner des outils pour qu'elle s'améliore. Et du coup, après, on en a rediscuté avec une autre coach qui disait bon, parfois ça peut être un petit peu stigmatisant, ça peut mettre peut-être un petit peu la pression et tout. Donc, on essaye de trouver le juste milieu, mais pour nous, c'est plutôt un jeu, tu vois, c'est-à-dire que on essaye d'avoir des stats les plus élevées, un petit peu comme un jeu de tennis, tu vois, quand tu fais du squash ou du tennis, tu veux gagner, tu veux marquer des points, mais t'es pas là pour te mettre la pression de fou et pour te taper dessus si t'y arrives pas, quoi. Euh, Parce que pour le coup, tu as quand même une partie, j'imagine, de ton activité qui est pour le coup entièrement statistique. C'est-à-dire que tu fais de la pub Facebook, c'est vraiment combien ça m'a coûté, quels sont les chiffres, les machins, et tu peux tomber dans des trucs de voilà les gars, voilà le taux de conversion qu'on a fait cette semaine, etc. Et de l'autre côté, les gens ils sont en mode ouais, moi j'ai parlé à des gamins toute la semaine et toi tu me parles de chiffres. Tu vois, c'est un peu ces questions de culture qui sont intéressantes quand tu fais un business qui est aussi c'est un truc d'enfance, donc les gens ont une vision très précise de ce qui est acceptable ou pas avec des enfants, mais d'un autre côté ton input c'est du Facebook Ads, et le Facebook Ads on sait aussi ce que c'est et on sait aussi ce que ça demande, c'est-à-dire qu'en Facebook Ads si tu closes pas assez derrière, t'es pas rentable, tu perds de l'argent, ton truc, voilà, il y a une réalité numérique aussi, donc c'est intéressant de voir que tu es vraiment à l'extrême sur ces deux questions, tu vois, parce que sur un truc comme le mien, par exemple, tu vois, quand tu vends du marketing, il y a moins de conflits. Les gens qui travaillent avec moi pour vendre du marketing se disent pas Marketing Mania c'est devenu trop commercial, tu vois, il y a pas cette question, elle se pose même pas, le truc c'est dans le nom, tu vois, c'est assez clair qu'il y aura pas de questions, c'est intéressant, c'est dans tu vois, dans tout ce qui travaille dans l'enfance, tout ce qui est dans le créatif aussi. Je travaille avec des gens qui font du créatif et d'un coup tu es sur l'intersection d'un truc ultra numérique, tu fais du marketing, tu traques tes taux de conversion, etc. Et un truc où tu vends de la création, tu peux facilement avoir ce conflit interne qui est de se dire je suis schizophrène, quoi. J'ai les deux parties de mon truc où au sein de l'équipe, il y a des personnes qui sont ultra sur des chiffres et qui font que ça. Il y a des personnes qui sont ultra sur de la créativité ou sur de l'humain ou sur du contact. Et ça peut être difficile à réconcilier, notamment si tu n'arrives pas à le réconcilier. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que tu n'es pas efficace en fait, sur l'aspect marketing, quoi. Et tu es paralysé par cet aspect marketing parce que tu veux vendre un truc, tu veux aider les gens, mais sans jamais vendre et promouvoir le truc et avoir de retours négatifs. Et en fait, tu t'aperçois que tu ne peux pas le faire. C'est quasiment impossible de faire quoi que ce soit sans avoir des retours négatifs et des gens qui vont te dire
ce que tu fais, c'est pas acceptable ou tu bénéficies tu fais du bénéfice avec quelque chose que tu devrais pas faire. C'est impossible, même sous des pubs Facebook, il y a toujours des commentaires voilà, qui font rire en mode ah, il se fait de l'argent sur les enfants, sur le malheur des autres, ah, mais il n'y a pas assez ceci, il n'y a pas assez cela. Si ta pub, il n'y a pas eu 3 remarques négatives dans la semaine, c'est que ta pub, elle tourne pas assez, tu vois. Maintenant, ça fait partie du jeu. Le but, je pense, c'est de trouver le meilleur des deux mondes. C'est pas toujours simple, hein. Je dis pas que j'y arrive toujours, mais trouver le meilleur voilà, du marketing, de la communication, de la vente éthique et en même temps voilà, avoir ce côté humain, ce côté peut-être vraiment les gens. Moi, je pense que bon, le plus important, c'est juste d'avoir un bon service, quoi. D'avoir un bon service qui apporte des résultats. Après, voilà, y a toujours des gens qui vont dire ah mais t'envoies trop de mails, tu vois, on est bombardé, t'envoies un mail par jour. Des gens qui vont dire ah mais j'en ai marre de voir ta pub, ah c'est trop cher, ah c'est pas assez cher, ah y a pas ceci, y a pas assez cela. Tu peux pas passer à côté, quoi. C'est obligé. Et après, au bout de quelques temps, tu fais même plus attention, quoi. C'est juste du bruit. Donc ça a arrêté de t'affecter et t'es passé outre. Globalement, ouais, ça m'affecte plus trop. Non, je prends du recul par rapport à ça et je me dis que dans tous les cas, l'avantage quand tu t'intéresses un petit peu comme toi à la psychologie, au biais cognitif, c'est que tu comprends que les gens ont voilà, notamment des biais de confirmation, qu'ils ont des croyances et notamment en CNV par exemple, on apprend plutôt à observer. C'est-à-dire à observer factuellement les choses plutôt que faire des observations. Donc à chaque fois qu'on a une observation sous une pub, on la renvoie vers notre atelier sur le mode girafe pour qu'elle mette ses oreilles de girafe et qu'elle soit plutôt dans l'observation au lieu du jugement, de l'interprétation. Et c'est incroyable de se rendre compte à quel point la plupart des gens pensent dire des faits, mais ils sont en mode jugement, interprétation. Et c'est leur propre croyance. Et donc finalement, une critique, elle en dit plus sur celui qui fait la critique que sur celui qui la reçoit, surtout quand la personne ne connaît rien de toi, rien de ton business et qu'elle a juste vu une pub ou une vidéo sur Facebook, tu vois. Yes. Donc ça aide à prendre du recul. Albin, il y a 3 questions que je pose à tout le monde pour terminer ces interviews. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ? Ouais, c'est le livre moi qui a transformé ma vie quand j'avais 16 ans. J'étais mal dans ma peau, je passais mes journées sur les jeux vidéo et ma mère elle m'a tendu un livre et elle m'a dit bon écoute t'es peut-être un petit peu jeune, je sais pas si tu vas tout comprendre mais peut-être que ça peut t'aider. Et ce livre c'était les 4 accords Toltec. Okay. Je sais pas si tu connais, voilà, ça fait partie de ces livres, j'en ai entendu parler 100 000 fois, ouais. Je le vois toujours sur les best-sellers sur Amazon, je l'ai jamais lu. Ouais. Et du coup ça m'intéresse parce que du coup c'est plus un livre qui va traiter sous un angle assez spirituel il me semble. T'en as tiré quoi à l'âge de 16 ans ? Bizarrement, tu vois, je me souviens que moi j'avais lu ce livre et en fait ça m'avait mis une grosse claque. En fait, j'étais vraiment en mode, tu vois, la posture de la victime, tu sais, de l'ado un peu victime / rebelle, tu sais, qui s'en fiche de tout, qui s'intéresse pas trop aux choses, qui pense pas trop à la suite. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais attends. En fait, ça m'a planté une petite graine et cette graine, en fait, c'était de me dire, j'ai du pouvoir, je suis capable d'agir, d'établir des objectifs, de progresser, de me dépasser, d'évoluer. Donc, au-delà du contenu même du livre, c'était surtout de casser des croyances, en fait, et de me dire que on peut être meilleur que ce que l'on croit et on a plus de potentiel que ce que l'on croit. Donc, c'est vrai que c'est un livre plutôt spirituel, mais j'avais bien aimé, par exemple, de ne pas faire de suppositions ou bien voilà, d'avoir une parole plus positive. Tu vois, bon, là, il dit que votre parole soit impeccable. C'est dur, effectivement, mais ça m'avait donné en tout cas une direction à suivre, un chemin que j'ai suivi après au cours des prochaines années, quoi. Donc voilà, c'est ce livre-là que je recommanderais pour démarrer. Donc les 4 accords Toltec. Le conseil suivant, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce mec-là, il avait besoin d'entendre ? Alors 20 ans, c'était il n'y a pas si longtemps pour moi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que j'aurais dû revenir plus tôt. Peut-être que j'aurais dû revenir à 16 ans du coup. Ouais, 16 ans, ça me parle. À 16 ans, j'étais... comment dire ? Je me culpabilisais beaucoup en fait. C'est-à-dire quand tu démarres le développement personnel, la psychologie, tu as en fait une cassure entre ce que tu crois que tu peux devenir, tu sais, dans les livres, les vidéos de motivation, tu te dis que tu peux être génial et tu regardes ta vie en fait. Et tu te rends compte que tu es un gros loser. Et en fait, je me culpabilisais beaucoup, j'avais tendance à m'auto-flageller. Alors, en fait, ce que je me dirais tout simplement, déjà je me prendrais dans les bras, tu vois. Je me dirais, écoute mec, t'es un gars super, reste positif, garde confiance en toi, fais-toi confiance et tu vas voir que ça va bien se passer.
j'aurais peut-être arrêté l'école un peu plus tôt. Parce que T'as arrêté à quel âge? Moi j'ai arrêté à 19 ans. Ok. J'ai fait une année en études supérieures, mais je me rends compte qu'en fait j'aurais pu démarrer même avant ça. T'aurais Tu vois. arrêté à quel âge du coup? Après le bac? Bah, juste après mon bac, voilà. J'aurais arrêté juste après mon bac parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui le système scolaire en fait te fait rentrer dans un moule et te prend plus qu'il ne t'offre. Donc je me dirais ça, je me dirais bah voilà, fais-toi confiance, t'es un gars super, t'as du potentiel, mets en place des choses, passe à l'action et confronte-toi à tes idées, dépasse tes peurs et voilà, après globalement je suis plutôt content du parcours que j'ai eu et ça fait que commencer, donc on voit. Finalement, Albin, est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit? Ouais, alors c'est la citation que mon collègue répète tout le temps et finalement bah, j'adhère pas mal. On la répète à tous les gamins, donc cette citation, je pense qu'il y a des milliers d'enfants qui ont dû l'entendre. C'est croyez en vous, croyez en vos rêves et surtout bah, ne cessez jamais d'apprendre pour devenir une meilleure personne. Voilà, cette citation qui nous parle bien et qu'on transmet aux enfants pour leur dire de croire en eux tout simplement. Écoute, merci Albin d'être venu partager avec nous sur l'émission, c'était cool. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié cette émission, faites-moi un petit service en me laissant une évaluation à 5 étoiles sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix. Ça aide l'émission et le podcast Marketing Mania à trouver de nouveaux éditeurs et bien sûr de nouveaux invités qui peuvent venir partager et qui ont envie de partager avec nous aussi parce qu'il y a, il faut le dire, l'audience et les évaluations qui sont là. Si vous avez envie de recevoir chaque lundi un email de ma part qui vous partage mes meilleures découvertes marketing et psychologie de la semaine, vous pouvez, ça s'appelle le mix du lundi et vous pouvez vous inscrire sur marketingmania.fr/mix pour recevoir un email chaque lundi matin avec mes découvertes marketing et psychologie de la semaine. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.